Léa Salamé, votre invité ce matin, est député La France Insoumise de la Somme, candidat à sa réélection aux législatives. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler des législatives et de la tentative d'union à gauche, un mot sur la présidentielle, puisque c'est votre première interview depuis le second tour et qu'on aimerait bien avoir votre analyse de ce vote. Hier à Cergy, Emmanuel Macron a dit qu'il faut tordre le cou au discours délétère de certains qui veulent remettre en cause la démocratie. L'élection a été claire, le résultat a été clair, il n'y a pas de contestation possible. Vous reconnaissez ce matin la victoire claire, nette d'Emmanuel Macron ? Soit. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans la démocratie, c'est que c'est quand ça l'arrange. Aujourd'hui, quelle est la réalité ? C'est que le projet d'Emmanuel Macron se fait contre le peuple, sans le peuple. Mais c'est pas nouveau. Ça date au moins depuis 2005. Enfin, le peuple a voté pour lui à 58%. Depuis 2005, qu'a dit le peuple ? À 55%, il a dit « Nous ne voulons pas de la concurrence libre et non faussée, nous ne voulons pas de la libre circulation des capitaux et des marchandises. » C'était 80% chez les ouvriers. Et au fond, ils savent que s'ils représentent ce projet-là devant les Français, on ne sera pas à 55%, mais à 60, 65%. Ce projet, il est mort. Donc, au fond, depuis ce temps-là, il est mort démocratiquement. Ils sont condamnés à porter ce projet-là depuis 2005 contre le démos, sans le démos. Et ça se traduit par quoi ? Ça serait traduit par l'emporter par la force de résignation. Il y a une très forte abstention et on fait que les gens se résignent, ils se découragent, ils se divisent, ça c'est la première chose. Et quand il y a une révolte qui se déroule dans la France périphérique, dans la France des Gilets jaunes, on fait rentrer les gens chez eux par la force de coercition, en leur tapant dessus, en faisant quand même, rappelons le bilan d'Emmanuel Macron, plus de 200 crânes ouverts, 6 mains arrachées, 30 éborgnés. Voilà comment... François Ruffin, est-ce que son élection est légitime ou pas ? Elle est légitime, c'est pas le souci. C'est pas le souci, c'est en revanche le projet qu'il porte est aujourd'hui minoritaire dans le pays. Et c'est pas rien, parce qu'il va falloir qu'on leur continue à faire la mondialisation heureuse ou très malheureuse pour un maximum de Français, notamment des zones périphériques ou des quartiers populaires, mais il le fait aujourd'hui. Il faut avoir une conscience de ça chez les dirigeants, parce que c'est pas Emmanuel Macron tout seul, c'est la classe dirigeante dans son ensemble qui porte un projet qui se fait aujourd'hui contre une majorité des Français avec un grand détachement. Vous savez, moi, l'une des phrases qui m'a référence, c'est une phrase de Gramsci qui dit qu'on vit un temps aujourd'hui de détachement d'idéologie dominante. C'est-à-dire que concurrence, croissance, mondialisation, des mots qui faisaient le bonheur auparavant, qui entraînaient par l'enthousiasme, aujourd'hui, ça suscite du dégoût ou de l'inquiétude. Et quand vous regardez les résultats de dimanche, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogez, regardez dans la Somme, dans mon coin, sur Amiens, vous avez vous avez Emmanuel Macron qui fait les 2/3 des votes. Mais vous prenez la Somme hors Amiens, c'est Marine Le Pen qui fait les 2/3 des votes. Ça veut dire qu'il y a des pans entiers du pays qui se sont aujourd'hui détachés très fortement de ce pays-là. Je veux que les auditeurs et je veux que les dirigeants du pays en prennent conscience. François Ruffin, du temps de tension dans lequel nous entrons. J'allais vous poser cette question-là aussi par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon, qui fait un très bon score avec 22% des voix. Il a clairement réussi à créer une dynamique à gauche, mais il n'est pas parvenu à se qualifier pour le second tour et pour la deuxième fois, de pas loin, comme il y a 5 ans. Vous avez une explication, François Ruffin, vous l'avez écrit dans Libération, nous n'arrivons pas à parler aux fâchés pas fachos. Et c'est vrai que le vote Mélenchon a été majoritairement un vote de diplômés des grandes villes. La France périphérique, dont vous parlez ce matin, que vous défendez depuis que vous êtes élu député, elle n'a pas tellement voté pour Jean-Luc Mélenchon, elle a voté pour Marine Le Pen. Comment vous l'expliquez ? D'abord, vous dire ce qui a été réussi quand même. Ce qui a été réussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller, alors qu'elle pourrait ne plus exister. Quand on a eu 5 ans de Hollande et que son héritier, son fils ou son bâtard, Emmanuel Macron, est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, en plus, avec quand même 2 réussites qui sont 2 réussites importantes. 1/3 des jeunes ont voté pour glisser un bulletin Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même un ferment pour l'avenir. Ça pourrait être Marine Le Pen qui domine là-dedans. C'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que la gauche retrouve droit de cité dans les quartiers. Et c'est pas rien. Des quartiers qui se sont longtemps abstenus. Donc il faut quand même, je vais y venir, mais je veux quand même prendre tout ce qu'il y a de positif dans cette élection et qui constitue des marges pour l'avenir. Maintenant, pour moi, j'identifie un énorme point noir. Je regarde ma circonscription. Mélenchon fait 60% des quartiers populaires. Je vais à Fixecourt, qui est une zone ouvrière à la campagne. Il fait 14%. Marine Le Pen fait 44%. Donc il est évident que non. Pourquoi ? Quelle est votre explication ? Pourquoi la France périphérique, la France des Gilets jaunes dont vous parlez, n'a pas voté pour Mélenchon et préfère Marine Le Pen ? D'abord, le premier parti qui s'est clairement inscrit comme étant anti-mondialisation avec franchise, parlant de quotas d'importation, de taxes aux frontières, de barrières douanières, il y a une antériorité du Rassemblement national là-dessus. Donc il y a un combat à mener sur ce terrain-là. Et ensuite, je pense qu'on ne s'est pas fixé comme priorité
d'aller reconquérir cette France-là. Et je veux le prendre comme une chance. Je veux le prendre comme une chance parce que quand il s'agit de faire mieux, le plafond de verre qu'on a crevé, moi je sais où est-ce qu'on doit le crever. Je sais qu'on doit le crever dans les anciens bassins industriels ouvriers qui ont le sentiment, et qui, c'est une réalité, sont abandonnés. Ça fait 40 ans qu'ils se prennent la mondialisation droit dans la figure. Ça s'est fait 40 ans que le chômage est devenu une norme. Et vous savez, je dis toujours, si ça s'était fait sur vous, Madame Salamé, sur vous, Monsieur Demorand, et qu'on vous disait, finalement, il y a des journalistes roumains qui sont moins chers, et on va les délocaliser là-bas parce qu'ils sont compétitifs et puis ils ont le sourire aussi. Eh bien, cette mondialisation, vous la vivriez comme une grande violence. Si ça tombait sur les députés, qu'on leur disait, finalement, en Chine, même les frais de location sont moins chers là-bas, donc on va aller là-bas, les taxes sont moins chères. Mais les députés, ils auraient fait une loi dans les 48 heures. Ça fait 40 ans que ça dure sur les classes populaires. Alors, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de thèmes qui n'ont pas existé dans la campagne. Vous prenez les déserts médicaux. Et les déserts médicaux, c'est vrai dans le 93, et c'est vrai dans la Somme. Pour trouver un dentiste, tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de parler aux classes populaires des zones périphériques. C'est ça, c'est votre plafond de verre, il est là. Je veux dire, il faut tenir les deux bouts. Union populaire, ça doit être l'union des quartiers populaires et des campagnes populaires. Il nous faut maintenant tenir les deux. On en a un bout, faut pas le lâcher, faut le tenir. Les quartiers populaires, mais vous n'avez pas les provinces populaires. Et il nous faut les provinces populaires. On peut pas. Et pour moi, c'est à la fois, excusez-moi Madame Salamé, c'est à la fois un devoir électoral, parce que je pense pas qu'on arrivera à conquérir le pouvoir sans conquérir l'ensemble du pays, et de ce pays-là aussi, mais c'est aussi un devoir moral. Moi, c'est ma bagarre depuis 23 ans que de faire entendre les auxiliaires de vie, les assistantes maternelles, côté féminin, les caristes, la logistique. Et on vous a donné la parole, et vous le savez, ici à la télé, sur ce sujet-là. Il y a un devoir moral de ne pas les abandonner au Rassemblement national, de ne pas considérer que c'est une espèce de fatalité. François Ruffin, il nous reste 2 minutes pour parler des législatives. À la une du Figaro ce matin, regardez la une, Mélenchon tente une OPA sur les partis de gauche. C'est ça qui est en train de se passer ? Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Moi, je trouve que on remplit notre responsabilité. C'est-à-dire que j'ai regretté qu'en 2017, on n'ouvre pas la porte, on n'essaye pas d'élargir davantage, peut-être parce que les autres n'y étaient pas prêts. Là, on est la locomotive de la gauche. C'est une responsabilité. Eh ben, je pense qu'on doit faire rentrer un maximum de personnes dans les wagons et essayer de les lancer dans une dynamique, de porter une direction. Et donc, voilà, il ne faut pas que ça soit n'importe quoi à l'intérieur, que ça reste sur de bons rails, mais il y a cette nécessité de ne pas rester tout seul et de s'élargir. Julien Bayou, des Verts, dit craindre une volonté hégémonique de Jean-Luc Mélenchon. Il ne s'agit pas d'élire des hologrammes dans l'ensemble des circonscriptions. Jean-Christophe Cambadélis va plus loin. Lui, il dit c'est pas une coalition que vous nous proposez, c'est une reddition. Vous leur répondez quoi ? Ouais, moi, je réponds. En tout cas, j'étais partisan il y a déjà quelques années. Je suis passé ici pour réclamer un front populaire écologique. Je vois la gravité de la situation avec un Macron qui, quoi qu'il ait raconté pendant sa campagne, sur le plan écologique, il nous a déjà dit 5 fois qu'il a échangé. Il a fait des conventions de climat et compagnie. Et quand on regarde son programme, c'est une catastrophe écologique parce qu'il pense que tout va passer par la technologie et qu'au fond, c'est une manière de creuser notre tombe en prétendant en sortir. Donc, je pense que compte tenu de la gravité de la situation, moi j'ai pas envie de faire des petites phrases, j'ai jamais rien dit de mal sur ceux que je considère comme étant des camarades au sens très large, et je pense que maintenant il faut ouvrir la porte et essayer de s'entraîner ensemble, bon sang. Ensemble, bon sang, d'accord, mais il n'y a pas des divergences de fond. Je veux dire, soudain, le Parti Socialiste va devoir renoncer à son tropisme pro-européen, il va devoir défendre la désobéissance européenne. Là, à nos micros, demain, Olivier Faure va expliquer que la désobéissance européenne, c'est bien, ou qu'il faut sortir de l'OTAN. De notre côté, les communistes, Fabien Roussel, il va venir nous expliquer que, en fait, le nucléaire, qui était la pierre angulaire de son programme, c'est plus un sujet. Vous comprenez ? Il s'agit de renoncer à ses convictions pour avoir des circonscriptions. D'abord, je ne pense pas que ça soit un accord sur les circonscriptions. Je l'ai dit, moi, il faut qu'on sache sur quel rail on aille. Et puis, vous citez des gens qui, peut-être, depuis longtemps, ont participé au bilan de François Hollande et n'appartiennent pas vraiment au camp des travailleurs, de défendre pas tout ça. Donc, bon, moi, je pose 3... Fabien Roussel ? Non, sûrement pas Fabien Roussel, dans ceux que vous avez cités. Moi, je pose trois axes sur lesquels je veux pas... Rapidement, et je vous laisse les dire. On est issu de la gauche du non. Et donc, ça veut dire que, oui, la libre circulation des capitaux et des marchandises, ça ne doit pas aller de soi, et on doit briser le libre-échange. La deuxième chose que je dis, c'est, Warren Buffett disait, qui était première fortune mondiale, il y a une guerre des classes, c'est un fait, et c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. Le troisième. Et troisième chose, le primat de l'écologie.
Parce que aujourd'hui, on devrait être comme Roosevelt qui, dans 1942, a créé une économie de guerre. On devrait être en économie de guerre climatique et que tout passe par la moulinette de l'écologie. Voilà les 3 axes. Gramsci, Roosevelt, Warren Buffett. Vous avez beaucoup de citations aujourd'hui. Merci beaucoup François Ruffin et belle journée à vous.